Alors, bienvenue dans cette masterclass autour du Customer Match. Je me présente, je m'appelle Olivier Bonin, je suis fondateur dirigeant de Goodbye Media, agence conseil en stratégie média et digitale, et de GraphiSuite, qui est une agence de conseil en audiovisuel et création de contenu. On va vous parler aujourd'hui du Customer Match. Pour animer cette masterclass, j'ai le plaisir, le grand plaisir, d'être accompagné de Chloé Michel, que je laisse se présenter. Bonjour, merci beaucoup d'être là. On était face quand même à de la concurrence, donc merci d'être venu. Donc moi c'est Chloé Michel et je suis la responsable marketing du coup de l'école de commerce de Rennes, donc Rennes School of Business. Mais déjà, je voulais vous remercier aussi de nous réunir régulièrement, parce que ça fait 5 ans, c'est ça maintenant, qu'on se réunit. Et moi, je trouve que ça apporte beaucoup d'oxygène. Donc, je ne louperai pas ce rendez-vous pour rien au monde, parce que je trouve, j'aime beaucoup ce rendez-vous et j'aime bien qu'on se rencontre et qu'on échange. Donc déjà, merci beaucoup. Et puis, donc c'est la première année que j'interviens. On travaille avec Goodbye Media déjà depuis un petit moment. Et aujourd'hui, on va parler du Customer Match. Et du coup, on va aller dans un cas très concret de l'école, nos étudiants, et comment Goodbye Media nous a accompagnés sur une problématique très précise. Donc, j'y vais. Hop. Donc, on travaille en synergie avec Goodbye Media depuis 4 ans. Et là, notre problématique, celle qu'on va voir aujourd'hui, elle concerne nos étudiants de classe préparatoire. Et donc, on est sur un marché. Donc, la problématique, c'est comment attirer et séduire une cible de niche et ultra sollicitée. Donc, mon objectif, moi, en tant que responsable marketing, c'est de recruter des étudiants en France et à l'international pour les amener dans l'école. Donc, ça, c'est une problématique de base. Mais où on va focuser là pendant notre échange, c'est qu'on va s'adresser uniquement à ces étudiants de classe préparatoire qui vont rentrer sur le programme Grande École et qui sont français. On est sur un marché extrêmement connu, très concurrentiel, et donc du coup c'est là où Goodbye Media nous accompagne pour aller séduire et attirer cette cible très précise. Et nous, ou moi, en tant que responsable marketing, ça m'intéresse, c'est que du coup, je vais concentrer mes forces et pas distiller mon budget pour pouvoir répondre à d'autres objectifs de l'école, et notamment de la diversification. Donc, aller chercher des étudiants en externe, ailleurs, sur par exemple des masters, où là, on va être sur un mode de recrutement beaucoup plus simple avec des dossiers et des entretiens, ou alors aller chercher des étudiants à l'international. Et là, on va encore demander à Goodbye Media de nous accompagner. Et donc, du coup, on revient vraiment sur la cible prépa. Et ce sur quoi, du coup, on va être sur un cas extrêmement concret pendant toute notre présentation. Donc, en France, sur cette cible prépa, concurrence très forte, très petit marché, 9000 candidats. Ils arrivent, vous les connaissez, vous connaissez le système assez simplement. On arrive en septembre, on s'inscrit sur les concours en décembre, janvier, et puis après on est admissible aux oraux, et puis après on est admis à l'école et on s'inscrit à l'école. Ça veut dire que 9000 candidats qui petit à petit vont se réduire, et nous, notre problématique, ce qu'on va vous demander, c'est comment on ne touche que ce très petit marché dans cette concurrence très forte. Comment on adresse un bon message à cette cible au bon moment, comment on les interpelle, sur quel levier on va, et comment du coup on ne distille pas notre budget en allant toucher des étudiants qui peuvent être en première année et qui ne sont pas intéressés, ou en allant chercher des étudiants qui sont en pharmacie par exemple, ou dans d'autres matières ou d'autres choses. Et quel est le levier qui est le plus performant pour s'adresser à cette cible? On est d'accord qu'on s'adresse à des étudiants qui sont un peu jeunes et qui peuvent être sur Snap ou sur TikTok ou sur Google, sur différents leviers. Donc, comment on fait? Et donc, mon objectif derrière, c'est de mailler les actions de prospection et marketing, puisque derrière, l'objectif, c'est de donner de la matière à nos commerciaux et comment on mêle entre le marketing et les commerciaux. Donc, hop, la proposition. Alors en effet, la première étape pour l'agence, ça a été de traduire cette problématique en objectifs opérationnels, donc autour de 3 axes principaux. Le premier qui est de capter 8 à 9 000, suivant les années, étudiants qui sont hyper ciblés, qui est un marché de niche. Donc vraiment, comment les capter et arriver à les séduire. Travailler cette cible sur l'ensemble du parcours client candidat, donc de la phase de séduction jusqu'à la phase d'inscription, qui est un enjeu important pour Rennes School of Business.
Et enfin, le troisième élément, comme Chloé vient de le dire, qui est de vraiment d'optimiser la partie budgétaire en allant travailler seulement le contact utile. On ne peut pas se permettre d'avoir une déperdition importante et de taper, je dirais, très largement dans un sujet qui est celui-ci, un sujet très précis. Le parti pris de l'agence autour de cette problématique a été de proposer un plan d'action articulé autour de l'exploitation de la donnée propriétaire de Rennes School of Business, donc les données qui est en leur possession. Chaque candidat qui fait une démarche s'inscrit et renseigne différents éléments, et ça devient la donnée propriétaire de Rennes School of Business. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la first party. Et cette first party, elle est naturellement RGPD compliant, ce qui va nous permettre, on va le voir tout à l'heure, d'activer une stratégie dite de Customer Match. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de Customer Match? On parle d'une audience spécifiquement créée autour d'une base de données qui, la plupart du temps, est corrélée à votre CRM. Votre CRM, donc à l'intérieur duquel on va disposer de différentes informations qui peuvent être des emails, téléphones, des informations qui sont remplies par les candidats et mises à disposition. En face de ça, ça va nous permettre d'activer des dispositifs publicitaires qui vont être diffusés sur différents leviers. On peut parler de Google Ads, de YouTube, de display, d'email, de SMS, différents objets. Et c'est vraiment ce matching entre la base de données et les leviers de diffusion qui vont nous intéresser. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différents scénarios possibles. Donc, les trois briques principales vont être la première de cibler. On l'a vu tout à l'heure, cibler la base de données qui est propriétaire. Donc là, c'est vraiment les candidats et le potentiel de candidats auxquels on va s'adresser. Deuxième élément, comme Chloé le disait, au fur et à mesure des inscriptions, la base de données, je dirais, diminue au fur et à mesure. Donc, il s'agit de gérer la pression publicitaire. Un candidat qui s'est déjà inscrit, il ne sert à rien de lui réadresser un message publicitaire, de le réexposer. Donc, à la fois, on capte, je dirais, d'un point de vue exposition, le nombre de messages publicitaires sur chaque candidat. Et une fois qu'il est embasé, qu'il est inscrit, on va activer ce qu'on appelle des bases repoussoirs de manière à l'exclure du dispositif média pour ne pas avoir à le retoucher et à diluer aussi la partie budgétaire. Et enfin, toucher, puisque ce qui va nous intéresser, c'est aussi d'aller capter des candidats qui ne seraient pas recensés ou inscrits dans cette base de données en allant chercher des audiences similaires au travers d'une stratégie qu'on appelle lookalike. Donc trois leviers à activer sur cette partie. Le fonctionnement, il est assez simple en soi. On a une base de données. La première étape, ça va être de la nettoyer, ça va être de la structurer et ça va être de la crypter. Une fois qu'elle est anonymisée, on va rentrer cette base de données à l'intérieur de nos plateformes et faire matcher la base de données avec les plateformes de diffusion, ce qui va nous permettre d'obtenir les cookies correspondants aux éléments de la base de données. Donc, à la fin de ça, on a des cookies qui sont naturellement anonymisés et qui vont nous permettre, in fine, d'aller diffuser des messages publicitaires au travers de différentes plateformes que peuvent être des réseaux sociaux, encore une fois des emails, des SMS ou même des adresses postales, pourquoi pas. Ça se pratique encore. Et c'est ce qui va nous permettre vraiment de travailler tout le funnel et d'accompagner, je dirais, toute cette stratégie. On active des messages sur des bases de données, et tout ça se fait de manière anonymisée naturellement. Un dispositif qui se veut axé autour de trois leviers, un dispositif vidéo, un dispositif audio et du display programmatique. Les deux premiers leviers ont un objectif assez clair qui va être vraiment de proposer une expérience enrichie aux étudiants. On sait que c'est une cible qui est à la fois très présente sur les réseaux sociaux, mais à la fois très volatile, très consommatrice, qui a une durée de session très courte
de disponibilité intellectuelle très très courte. Donc il faut être bon sur la manière dont on va capter leur attention. Donc un dispositif au travers de la vidéo, l'audio digital qui est aussi une expérience assez intéressante pour eux. Et après, on va, je dirais, diffuser tout un dispositif autour du display programmatique, différents formats naturellement, qui va nous permettre de démultiplier les points de contact tout au long de la journée, tout au long de la campagne, en l'occurrence. Cette stratégie, elle va nous permettre de répondre à différents points et différents critères qu'on s'était fixés, à la fois d'être brand safety, c'est important, on doit être dans un cadre de diffusion qui se veut propre. On est là pour travailler à la fois la notoriété de l'école, son image. On est dans une stratégie qui nous permet de faire de l'A/B testing, donc on a multi-formats qu'on va tester. Au fur et à mesure qu'on a des courbes d'enseignement sur les formats, on repère les formats qui fonctionnent les mieux, qui interagissent le mieux, et on va vraiment faire progresser toute la stratégie au fur et à mesure de la campagne. On va offrir une expérience aux étudiants, ou en tout cas aux candidats, au travers des phases d'immersion, d'émotion, le pouvoir du son, et on va être attaché notamment à se focaliser sur les contacts utiles. C'est vraiment le contrat de départ, c'est de se dire on a une stratégie qui se veut vraiment ciblée, une période qui en soi est assez courte où il ne faut pas se louper, un budget qui est alloué à une opération sur lequel il faut vraiment tenir nos contraintes, et ça permet vraiment d'être actif sur les contacts utiles. Les résultats, du coup, là, c'est moi qui reprends la main. C'est bon ? Yes, ça va. Et du coup, là, j'ai 3 slides en fait qui reprennent les enjeux que j'évoquais tout à l'heure. Donc les enjeux qu'on avait et la réponse aux enjeux grâce à vous en fait et grâce au fait d'avoir créé du Customer Match. On peut scénariser, c'est-à-dire qu'on a vraiment... ce matin, on était sur une conférence qui nous parlait de porteurs et qui disait qu'en 70, on disait le bon message au bon moment. Mais vraiment, c'est ce qu'on veut dire en fait. Les étudiants, ils en ont marre qu'on s'adresse à eux, pas de la bonne façon, pas au bon moment, pas avec le bon message. Et donc là, j'ai symbolisé un funnel de conversion, puisque quand ils sont en septembre, ils ne connaissent pas forcément l'école, quel est l'ADN de l'école, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire. Quand ils arrivent au moment des inscriptions et des écrits, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire, jusqu'au moment où ils arrivent véritablement dans l'école et ils deviennent étudiants de l'école. Là, je l'ai symbolisé par des images, mais évidemment, on le fait aussi en audio, on le fait aussi sur du programmatique, donc on a différentes façons de communiquer avec eux. Et à plus grande échelle, du coup, on a des taux de clics derrière et on sait quels sont les messages qui performent le mieux. Donc pour nous, c'est très intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, pour mailler les actions avec les commerciaux, c'est que je peux dire aux commerciaux, voilà tel message qui a un vrai engagement auprès de notre cible et qu'il faut diffuser à tel moment. Et ça, c'est très pertinent pour eux, puisque du coup, dans les newsletters ou dans un système d'automation qu'on va mettre en place, on sait quel contenu est pertinent et on sait à quel moment. Et on va aller même au-delà, c'est-à-dire qu'on sait aussi quel levier. Où on a... on peut avoir une difficulté, c'est que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un taux d'attention qui est quand même assez court. On a envie de l'information et de façon assez rapide. Et en même temps, on a envie de communiquer ou d'avoir les informations sur le bon réseau. Ce n'est pas parce que des étudiants peuvent être sur un canal qu'il faut absolument communiquer sur l'école sur ce canal-là. Donc il faut qu'on puisse analyser quels sont les leviers les plus performants et comment on arrive à communiquer avec eux. Donc de mettre en place le Customer Match, ça permet aussi de tester, donc tester la performance des leviers avec lequel on peut capitaliser une relation et un engagement. Tester nos contenus, donc ce que je disais tout à l'heure, quel contenu est le plus performant et à quel moment, et pouvoir aussi transmettre cette information à nos commerciaux. Et tester les types de médias. Donc, quels sont les types de médias qui séduisent et sur lesquels il faut investir ? Parce que, est-ce que c'est de la vidéo ? Est-ce que c'est de la vidéo courte ? Est-ce que c'est YouTube ? Est-ce que c'est Facebook ? Est-ce que c'est TikTok, etc. Et du coup, moi, j'ai un apprentissage en fait sur cette période de l'année, ce qui me permet en septembre de réengager sur ce qui a bien performé au mois de juin et pas ce qui a bien performé en septembre de l'année d'avant. Donc, du coup, on est toujours dans de l'optimisation. J'ai mis 2 petits points d'intention. Donc effectivement, on peut faire de l'A/B test facile. Quel est le message ? On peut mettre 2 messages l'un à côté de l'autre et on voit lequel performe le mieux.
Et j'ai mis un petit point d'attention sur les taux de capping. Donc les taux de capping, c'est, j'imagine que vous savez, mais c'est le nombre de fois où on va adresser un message à notre audience. On est normalement pour un bon taux de capping entre 4-5. Comme on est sur un univers, en plus de Google, on a différents univers. À un moment donné, c'est à nous aussi de gérer ces taux de capping et de ne pas avoir une trop grosse pression et de ne pas être trop présent. On le disait tout à l'heure, on a quand même un beau budget pour parler à un tout petit marché. Donc l'idée là, c'est quand même de ne pas trop pousser et de ne pas être trop présent. C'est un des facteurs. Est-ce que ça aurait aussi un effet néfaste en termes d'image quand on gère mal la pression publicitaire? L'internaute ne veut pas non plus qu'il soit exposé, surexposé à longueur de journée. S'il n'y a pas eu d'interaction, c'est un signal qu'on doit entendre et gérer en fait cet élément-là en disant bon, il n'y a pas d'interaction, il n'est peut-être pas captif, il n'est peut-être pas intéressé par le sujet. Si on a essayé différents scénarios en termes de messages, il faut savoir aussi écouter ce retour qui, une non-réponse ou une non-interaction est un retour en soi. Mutualiser, donc là c'est mailler les actions avec les commerciaux et la prospection. Donc créer des outils de prospection performance que j'évoquais tout à l'heure. Quel est le meilleur outil, quel est le meilleur message et comment on peut co-construire des contenus qui soient performants pour s'adresser à nos cibles. C'est aussi accroître la reconnaissance de la marque. Donc c'est en début de funnel de conversion, c'est pouvoir pousser des messages sur la marque, sur l'ADN et du coup, quand les étudiants sont déjà dans l'école, ils nous connaissent déjà d'une certaine façon. Et puis c'est optimiser la conversion. Sur optimiser la conversion, vous verrez, j'ai une slide de KPI juste après. On voit que quand notre audience nous connaît déjà, elle est bien plus captive. Elle a bien plus envie de regarder une vidéo plus longue, elle a bien plus envie d'absorber des contenus et d'avoir de l'information, si elle est intéressée. Si elle n'est pas intéressée, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, on peut créer une base repoussoir pour dire « Ok, on ne communique plus avec toi ». Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'on ne distille pas nos budgets. On sait forcément qu'on touche notre audience. On ne parle pas comme un grand filet de pêche où on va chercher plein d'étudiants en France. En fait, on va vraiment parler au cœur et ça, c'est hyper riche. Pour moi, en tant que responsable marketing, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je distille pas non plus mes budgets. Je peux allouer sur des stratégies autres et donc de la diversification, mettre des budgets peut-être un peu plus importants sur des marchés non cerclés, c'est-à-dire où on ne connaît pas du tout nos étudiants et là il faut aller faire des tests. On travaille avec vous aussi à l'international, au LATAM, on met des choses en place dans différents pays du monde et là on est plutôt dans de l'apprentissage, donc on est moins juste en termes de finesse et de dispositifs qu'on pourrait mettre en place. Et la deuxième chose aussi que j'ai indiqué, donc les budgets non distillés et vrai impact par levier et embarquer nos commerciaux. Ça, c'est hyper important parce que quand on fait du marketing, si on n'a pas l'adhésion des commerciaux, quand on lance il faut faire de la pédagogie, il faut leur expliquer ce qu'on fait. Mais quand on arrive jusqu'au bout du funnel de conversion et qui, eux, ont vraiment des leads bien chauds à convertir, et ben forcément, c'est plus simple quand on met des choses en place à côté et qu'on est encore dans une phase de test parce qu'ils peuvent se rendre compte qu'à terme, on va être performant. Et juste pour compléter, je trouve que ce que disait Chloé est intéressant sur la partie scénarisation, c'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de diffuser directement un call to action, un message très direct en disant inscris-toi en synthèse. Mais on s'aperçoit vraiment qu'en exposant et en mettant en place une stratégie de storytelling, en racontant une histoire au travers de différents messages qui sont enrichis au fur et à mesure, et en allant, je dirais, respecter un cheminement dans l'histoire qu'on raconte, on s'aperçoit que les interactions sont meilleures, les taux d'inscription sont meilleurs, et c'est là où toute la partie A/B testing a vraiment tout son bénéfice. In fine, on se rend compte que les résultats sont vraiment optimaux dans cette partie-là, sur cette stratégie-là. Il me manque une slide, il manque le côté perf. C'est pas grave. Je l'ai en tête, de toute façon, je vais pouvoir la rajouter. Donc, côté perf, c'était je vous avais mis des KPI sur YouTube et du TrueView. Et on se rend compte, donc, le TrueView, les étudiants peuvent regarder de la vidéo. Et on a, du coup, les moyennes marché.
On est alors, je me retrouve bien ma slide, on est à 37 points au-dessus de la moyenne marché, puisqu'en fait, on est sur une cible captive qui a envie d'avoir de la vidéo. Et on est aussi, j'ai échangé avec Lucien là-dessus, on a des taux de clics sur YouTube qui n'est normalement pas le levier pour obtenir des taux de clics, mais on arrive facilement, en fait, avec YouTube et avec nos vidéos, à ramener nos étudiants sur notre site web. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y avait YouTube, et j'essaye de me souvenir la deuxième slide, je vous avais mis. Ah oui, l'audio programmatique. L'audio programmatique, c'est très intéressant pour moi, puisqu'en fait, quand nos étudiants viennent passer les oraux, ils sont évidemment dans les transports, et du coup, ils écoutent Deezer, ils écoutent Spotify, et du coup, on leur pousse effectivement des communications. Et là, pareil, en fait, ils sont extrêmement captifs, et ils sont intéressés par les messages qu'on peut leur diffuser. Donc c'est là où en fait on se rend compte qu'on est au-dessus des moyennes marché quand on s'adresse à la bonne cible et au bon moment et qu'on donne le bon message en fait. Et l'audio programmatique est vraiment intéressant dans le sens où c'est un peu comme la démarche du cinéma. C'est-à-dire que vous allez au cinéma, vous êtes dans un environnement que vous avez choisi, c'est vous qui y allez. Vous êtes la plupart du temps un petit peu plus open en termes d'écoute. Et le podcast, c'est la même démarche. C'est-à-dire que vous faites la démarche d'écouter un podcast. Soit vous êtes présent en pré-roll en termes publicitaires et donc l'écoute elle est un petit peu plus forte de votre part, ou soit c'est vraiment vous qui éditez le podcast en termes de podcast de marque lui-même et vous avez une attention particulière de l'auditeur. Donc ça, c'est des leviers qui sont intéressants, qui permettent aussi vraiment d'enrichir vraiment l'expérience et de communiquer sur des messages qui sont peut-être plus difficiles à faire passer autrement. Donc, c'est des choses intéressantes à intégrer dans vos stratégies de communication si ce n'est pas fait encore. Et pour conclure, en fait, quand on parlait de synergie tout au début, donc quand on en est là, on fait du customer match, c'est super intéressant. L'étape d'après aussi, je pense que vous avez fait pas mal de workshops là-dessus, mais c'est l'automation. Et en quoi, du coup, le customer match peut nous aider aussi sur notre système d'automation qu'on va mettre en place. Et c'est quel contenu est le plus pertinent et à quel moment. Donc en fait, tout ça se regroupe pour former vraiment une synergie. Et c'est là où, justement, il faut essayer d'avoir une vision globale, 360, on entend beaucoup parler de ça, mais du coup, forcément, on a des enrichissements à prendre dans chaque dispositif pour les co-construire chacun. Ouais. Et juste peut-être pour finir, je tenais à appuyer sur un élément, c'est à l'heure où le cookie, je dirais, est quand même largement menacé. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que vous avez tout intérêt en tant que marque ou annonceur à embaser le maximum de contacts, à avoir des bases de données qui sont structurées, qui sont vraiment clean, puisque c'est vraiment votre richesse. On parle souvent de la data comme une richesse dans les entreprises, mais c'est de plus en plus vrai. Et je dirais cette first party data, elle est vraiment, je dirais, un élément sur lequel vous allez pouvoir travailler de manière un petit peu plus libre, parce que la menace des cookies est en priorité sur la tier data et non pas sur la first data. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'il ne faut pas négliger. C'est des chantiers qu'il faut enclencher maintenant, si ce n'est pas déjà fait, parce que plus on va avancer dans le temps et plus, je dirais, cet élément va se renforcer. Il y a des éléments, enfin des choses qui sont en train de se mettre en place pour compenser, je dirais, le cookie. Il y a plein de choses qui sont proposées sur le marché. Il n'y a pas vraiment de choses qui ressortent majeures aujourd'hui. On teste plein de choses, mais le cookie est quand même un petit peu chamboulé en l'occurrence. Donc la first party est vraiment à travailler en premier lieu pour les marques. Oui. Voilà ce qu'on avait à vous dire. C'est tout bon. Sur les cookies, moi je trouve ça hyper intéressant parce que je les surveille mensuellement. Et tout au début, on a eu une vraie baisse de l'acceptation des taux de cookies. Je ne sais pas vous, mais sur nos plateformes, ça s'est sensiblement. Ça a été assez clair. On était à 70%, puis c'est bien remonté. Et en fait, moi j'ai fait quelques personas et on se rend compte que de toute façon, maintenant, nos étudiants, plutôt jeunes, acceptent toujours les cookies. Donc moi, mon problème maintenant, il se pose plutôt sur l'international. Mais en France, on a un vrai. Franchement, je suis assez contente. Et là, on est dans des taux à 90%, donc c'est plutôt pas mal. Mais il n'empêche que progressivement, je ne savais pas comment le marché en fait allait répondre par rapport à ça. Et en tout cas, la cible jeune accepte tout. Donc c'est plutôt pas mal.
Alors, il y a ce phénomène, mais il y a aussi l'expérience que vous proposez. C'est-à-dire que sur votre site, si l'expérience elle est plutôt positive, le cookie est largement mieux accueilli également. Donc l'acceptation se fait plus facilement. Et à l'inverse, on voit que les sites qui sont pas très bien structurés, où l'expérience, ou le parcours, le funnel est pas très bon, le retour sur expérience fait que les cookies sont largement refusés de manière systématique. Donc rien que sur cet aspect-là, on se rend bien compte que l'aspect utilisateur, UX, est aussi à prendre en considération, et c'est ce qui fera aussi la richesse de votre embasement de demain, quoi. Comment se crée l'audience? Je commence et je te laisse compléter, ça te va? Mais c'est complètement vrai, j'ai oublié de le dire effectivement dans le contexte, c'est-à-dire qu'on parle à des étudiants en année N, plus 1, ces étudiants ils seront intégrés soit chez nous, soit ailleurs, mais en tout cas on a pu à les toucher. Il y a une première année, dans la première année de septembre à janvier, normalement on ne les connaît pas forcément très bien. Il faut savoir aussi qu'on fait un vrai maillage avec les commerciaux qui vont aussi aller sur le terrain et aller chercher ces étudiants, soit sur des journées portes ouvertes, soit sur des salons, soit sur des forums spécifiques, soit aller dans les différentes écoles. Donc ça, c'est une première façon de capter cette data. La deuxième façon aussi, et qui est très intéressante, c'est l'acceptation des cookies. Et quand des étudiants arrivent sur notre site internet, on a aussi, s'ils ont validé les cookies, la possibilité de faire du retargeting. On n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais en fait, on les touche à travers du retargeting une fois qu'ils sont arrivés sur notre site. Et en fait, on les met pareil dans exactement le même funnel de conversion à chaque phase de l'année en fonction des pages où ils ont été. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée des audiences sur le .fr, sur le .com et sur des zones de programme qui peuvent les intéresser avec de nouveau le bon message au bon moment. Ça répond à votre question? Ok. Retargeting qui est complété aussi par la stratégie de lookalike, c'est-à-dire qu'on va chercher des profils jumeaux statistiques équivalents, qui ont des parcours de navigation équivalents en synthèse, et qui nous permet de raccrocher certains candidats sur la base de données. Alors, on n'a pas 9000, enfin on a 5600 étudiants, quelque chose comme ça, mais on n'a pas 9000 étudiants issus de prépa. Nous, on en a. Enfin, vraiment, on va toucher le cœur. Donc, du coup, on arrive à toucher tout le monde, si c'est votre question. C'était ça, c'était de toucher 100% de l'audience? Est-ce que tu avais rempli ta classe? Bah ouais, tout est rempli. Hein. Pour répondre à la question, oui, c'est rempli. Mais si vous voulez candidater sur des programmes de formation continue, n'hésitez pas, je peux vous mettre en relation. Oui, oui. Alors en fait, on fait différentes actions hein, quand même. On essaye de mutualiser et de toucher tous les leviers. Et Doris, tu voulais dire quelque chose, du coup, vas-y. Je n'étais pas censée intervenir, mais... Pardon. Non, mais pour avoir travaillé en effet avec Chloé sur ce sujet, en tout cas la question sur le SIA, l'audience est assez de niche. Donc le SIA ne nous permet pas en fait d'avoir cette logique de séduction finalement auprès d'un public aussi restreint. Aussi petit en fait, aussi, à la taille du marché, tout à fait. Oui, c'est vrai que par rapport à d'autres logiques de business, la partie acquisition est plutôt mineure par rapport à ce que l'on fait là, où on est plutôt dans des phases de séduction jusqu'à ce qu'on va appeler conversion, mais au travers des dispositifs qu'on vient de voir, quoi. Alors, type de contenu, il y a, en fait, quand je parlais de scénarisation, on expose vraiment à différents types de contenus. On va avoir des contenus qui vont plutôt être propres à de l'image, donc on est obligé de parler, entre guillemets, de l'école, hein, faire séduire au travers des infrastructures qui sont proposées, au travers de l'enseignement, au travers des portraits d'étudiants, au travers des moyens qui sont mis à disposition. Et après, on va avoir des capsules qui vont être plus ou moins longues. On va avoir des capsules enrichies sur des formats longs, des capsules de snacking sur des formats plus courts pour jouer sur de l'interaction et des arythmies en fait, en termes de communication qui vont permettre vraiment de susciter l'intérêt. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas tant une vidéo qui va fonctionner, c'est l'ensemble du dispositif qui fait que ça fonctionne. Si on n'avait que du snacking, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait. Si on n'avait que de la vidéo enrichie, je ne suis pas sûr que ça le ferait non plus. C'est plutôt le mix format qui va bien.
C'est de l'audio programmatique en fait. Sur les différentes plateformes, si on n'a pas un compte payant et qu'on écoute Deezer ou Spotify sans avoir un compte payant, on peut effectivement diffuser des pubs qui sont de l'audio programmatique, effectivement, et on peut aller cibler sur de l'audio programmatique et sur Deezer et sur Spotify notre audience. C'est-à-dire qu'on ne va communiquer ce spot audio qu'à cette cible captive. C'est des formats qui sont en pré-roll, donc c'est comme des spots publicitaires sonores qui sont diffusés à l'entrée du podcast. Et pour répondre sur la vidéo, on a fait cette année effectivement du snack content et du long content. Donc on a réalisé 13 capsules avec 3 étudiants qui parlent de différents sujets dans l'école. Où on a tenté d'être malin, c'est qu'on a essayé de créer des contenus, c'est ce qui est le plus long et le plus coûteux, hein, pour être clair, des contenus qui répondent à l'ensemble de nos prospects. Donc on a créé 13 mini-capsules de 20 à 30 secondes et toutes renvoient vers un long content, donc une vidéo inspirante qui donne envie avec une image un peu léchée, etc. Et donc du coup, quand on arrive à capter sur un sujet notre audience, on la ramène sur du long content, sur une vidéo plus longue. Et donc du coup, grâce à ce petit teasing, elle arrive à avoir plus d'informations sur la totalité de l'école. Et on peut lui raconter une histoire, ce qui rappelle le storytelling tout à l'heure. Et qui par la suite sera réadressé par des formats plus petits ou plus actifs de type display, hein, de la bannière, de la méga bannière, des carrés, des petites animations en display, avec plutôt une interaction un peu plus forte, des call to action qui sont mis en avant pour là essayer d'être en bout de tunnel et d'avoir la conversion, en tout cas l'inscription directement, quoi. Alors oui quand même, puisque en fait l'idée c'est d'avoir une base qui va permettre d'avoir... En fait, on crypte la base et on le fait matcher avec nos plateformes de diffusion. D'accord ? Donc il y a forcément un petit peu de déchet sur le taux de matching. On n'est jamais à 100%. Imaginons qu'on est sur un taux de matching à 60-70%. Donc si vous avez 100 contacts, il en reste plus que 60 ou 70. Donc déjà là, il y a un petit peu de déchet qui se crée. Et après, je dirais, il y a un minimum en termes de mise en place, parce qu'il y a des coûts, notamment de création de contenu, qui sont importants. Donc, déployer une stratégie comme celle-ci pour 200 contacts, on va être court. Voilà. Là, on est sur un marché de niche, certes, mais il y a un enjeu économique derrière qui est quand même important pour Rennes School of Business. Donc, on peut le faire. C'est plutôt, je dirais, l'enjeu économique qui va nous guider derrière. Imaginons que vous ayez peu de contacts, mais que vraiment chaque contact ait une valeur ajoutée qui soit très, très importante. Ça peut se défendre en soi. C'est ce qu'il va falloir regarder. Ah, tout à fait. Ouais, la fraîcheur de la base, elle est essentielle. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est là où il faut travailler sa data. Ouais. On me fait signe qu'il faut s'arrêter. Une dernière question. Ouais. Ah bah, je vous le conseille, parce que c'est ce qui est le plus long à préparer. Donc, une fois que vous avez testé des contenus, ce qu'on se disait, enfin, d'ailleurs, ce dont on parlait ce matin, il y a un intervenant qui disait ça, ne testez pas vos contenus dans un workflow qui serait long à construire et à quel moment le workflow est plus pertinent, en fait. Donc, testez vos contenus, mais nettement sur cette pratique de Customer Match pour définir qu'est-ce qui est pertinent pour ensuite les insérer dans un système d'automation. Oui, je pense que c'est complémentaire complètement. Merci à tous.